Bienvenue sur Nexus des Savoirs. Vous avez regardé des dizaines de vidéos sur la motivation. Vous avez surligné des citations, vous avez noté des objectifs dans un carnet neuf, et pourtant quelques jours plus tard, vous étiez de retour à la case départ, avec un peu plus de culpabilité qu'avant. Ce n'est pas votre faute. C'est que personne ne vous a dit la vérité. La motivation telle que vous la cherchez est peut-être le problème lui-même. Il y a 2000 ans, des hommes qui vivaient sous la menace permanente de la guerre, de la maladie, de l'exil, des hommes qui avaient tout à perdre, avaient compris quelque chose que la psychologie moderne commence à peine à redécouvrir. Dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer quoi et comment ça change absolument tout. Je me souviens d'un étudiant, appelons-le Karim, que j'ai eu en première année de licence au tout début des années 2000. Brillant, curieux, le genre de jeune homme qui lit des choses que personne ne lui a demandé. Un soir après un cours sur le romantisme, il m'a rattrapé dans le couloir, il m'a dit « Professeur, je voudrais tout changer dans ma vie. J'ai plein de projets, mais je n'arrive pas à me lancer. J'attends d'être motivé. » J'ai souri parce que je reconnaissais quelque chose dans cette phrase, quelque chose que j'avais moi-même dit à peu près au même âge. Je lui ai posé une question simple. « Karim, est-ce que tu crois que Marc Aurèle, le matin où il devait gouverner l'Empire romain, attendait d'être motivé pour se lever ?» Il a réfléchi puis il a dit « Non, mais lui c'était différent. » Non, ce n'était pas différent. Et c'est précisément ce que nous allons explorer aujourd'hui. Parce que si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous aussi vous attendez quelque chose. Un déclic, une énergie, un état intérieur particulier qui vous donnera enfin permission d'agir. Et je vais vous montrer pourquoi cette attente est, selon les stoïciens et selon la neuroscience contemporaine, une illusion très bien construite. The comforting lie crumbles. Finally, clarity. Commençons par regarder honnêtement ce que nous entendons par motivation aujourd'hui. Dans la culture populaire, la motivation ressemble à ceci. Vous regardez une vidéo inspirante, vous sentez une montée d'énergie, vous vous dites « cette fois c'est la bonne ». Vous commencez. Et quelques jours plus tard, cette énergie s'est évaporée comme rosée au soleil. Vous en concluez que vous manquez de volonté, que vous n'êtes pas fait pour ça, que les autres ont quelque chose que vous n'avez pas. Ce cycle-là, les psychologues lui ont donné un nom. Roy Baumeister de l'Université de Floride a passé plusieurs années à étudier ce qu'il appelle l'ego depletion ou l'ego déplétion, l'épuisement de la volonté. Ces travaux montrent que la volonté fonctionne comme une ressource limitée. Plus vous la sollicitez dans la journée, plus elle s'affaiblit. Ce n'est pas une question de caractère, c'est de la biologie. Et la motivation émotionnelle, celle qui dépend d'un état intérieur, d'une humeur, d'un élan, est encore plus fragile parce qu'elle dépend de la dopamine, ce neurotransmetteur que nous associons au plaisir, mais qui, en réalité, est davantage lié à l'anticipation du plaisir qu'au plaisir lui-même. Autrement dit, le pic motivationnel que vous ressentez quand vous regardez une vidéo inspirante, c'est votre cerveau qui anticipe une récompense. Dès que la réalité de l'effort se présente, la dopamine chute et avec elle, votre élan. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas une faiblesse personnelle, c'est le fonctionnement ordinaire d'un cerveau humain ordinaire. Mais voici la question qui devrait vous tenir éveillé. Si la motivation émotionnelle est structurellement instable, pourquoi est-ce la seule chose qu'on nous propose? Toute l'industrie du développement personnel repose sur un modèle implicite. Pour agir, tu dois d'abord ressentir. Visualise ton succès, rappelle-toi ton pourquoi, écoute cette musique qui te donne de l'énergie, relis tes objectifs le matin. Ces pratiques ne sont pas inutiles, mais elles reposent toutes sur la même hypothèse de départ. L'action est une conséquence de l'état intérieur. Que pour bouger, il faut d'abord se sentir prêt à bouger. Les stoïciens, eux, ont posé la question à l'envers. C'est là que tout change. Mais avant de vous expliquer comment ils pensaient, il faut comprendre dans quel monde ils vivaient, parce qu'on ne peut pas séparer une philosophie de l'expérience humaine qui l'a fait naître. Épictète est né esclave, pas métaphoriquement, littéralement. Marc Aurèle, lui, est à l'opposé du spectre social. Il était empereur.
Il dirigeait la plus grande puissance militaire de son époque, gérait des guerres sur plusieurs fronts, perdait des enfants, faisait face à des conspirations de palais, et il tenait un journal intime, Les pensées pour moi-même, qui n'était pas destiné à être lu, et où il s'adressait à lui-même avec une sévérité et une lucidité désarmantes. Il y écrit un matin, « À nouveau tu te plains, à nouveau tu trouves le lit confortable, lève-toi ». Cet homme qui commandait des légions avait du mal à sortir du lit le matin, exactement comme vous, exactement comme moi. Ce détail est capital parce qu'il détruit l'idée que les stoïciens étaient des surhommes insensibles, des machines à discipline. Non, ils ressentaient la même pesanteur que nous, la même tentation de l'inertie, la même voix intérieure qui dit « pas maintenant, demain ». Mais ils avaient développé quelque chose que nous n'avons plus vraiment, une architecture mentale pour agir indépendamment de cet état. Cette architecture repose sur une distinction que vous devez retenir, parce qu'elle est le cœur de tout ce que je vais vous dire. En grec, les stoïciens parlaient de ce qui est ephémine, ce qui dépend de nous, et de ce qui est ephémine, ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de vous, vos jugements, vos intentions, vos choix, l'orientation de votre attention. Ce qui ne dépend pas de vous, le résultat de vos actions, le regard des autres, les circonstances extérieures, votre humeur du matin. Votre état motivationnel ne dépend pas de vous. Ce n'est pas quelque chose que vous contrôlez directement. C'est une réaction chimique, influencée par votre sommeil, votre alimentation, vos pensées récurrentes, des choses qui vous sont arrivées il y a 10 ans. Attendre d'être motivé pour agir, c'est donc conditionner quelque chose qui dépend de vous, votre action, à quelque chose qui n'en dépend pas. Les stoïciens ont appelé ce piège une passion au sens grec du terme, une perturbation de l'âme qui nous rend passifs. Passion vient du latin pati, subir. Être motivé ou démotivé, selon les états émotionnels, c'est subir. La proairésis, le concept central d'Épictète, désigne autre chose. La faculté de choix délibéré, la capacité de décider de l'orientation de notre volonté, indépendamment de ce que nous ressentons. Ce n'est pas de l'insensibilité, c'est de la liberté. Vous vous demandez peut-être, mais alors, comment agissent-ils s'ils n'attendent pas la motivation ? Qu'est-ce qui les fait bouger ? Et c'est là que leur réponse est à la fois simple et radicalement dérangeante. Ils agissent parce que c'est leur devoir intérieur, parce que c'est conforme à ce qu'ils sont, pas parce qu'ils en ont envie. Pas parce que les conditions sont favorables, mais parce qu'ils ont décidé, une fois pour toutes, qui ils sont, et cette décision-là précède chaque matin, chaque difficulté, chaque manque d'énergie. Marc Aurèle l'écrit avec une brutalité que j'aime beaucoup. Agis selon la nature. Commence maintenant, si c'est en ton pouvoir. Et non, agis quand tu t'en sentiras capable, maintenant. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, dit quelque chose qui m'a frappé la première fois que je l'ai lu, et qui me frappe encore aujourd'hui. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles nous semblent difficiles. Retournez cette phrase, prenez le temps de la retourner. La difficulté n'est pas dans la tâche, elle est dans le regard que nous posons sur la tâche, avant même de la commencer. Et ce regard, lui, celui-là, oui, dépend entièrement de vous. Karim, mon étudiant du couloir, est revenu me voir quelques semaines après cette conversation. Il m'a dit « J'ai essayé quelque chose. Le matin, au lieu d'attendre d'avoir envie de travailler, je me suis assis à mon bureau et j'ai ouvert le livre. C'est tout. Et après 2 minutes, je lisais vraiment. » Ce qu'il avait redécouvert sans le savoir, c'est ce que le chercheur en comportement Rolf Dobelli appelle le biais de l'action commencée, et ce que les neurosciences appellent plus précisément l'effet Zeigarnik. Notre cerveau, une fois qu'il a commencé quelque chose, crée une tension cognitive pour finir cette chose. La motivation ne précède pas l'action, elle la suit. Ce renversement n'est pas anodin. Il signifie que vous n'avez pas besoin d'être motivé pour commencer. Vous avez besoin de commencer pour être motivé. Ce que les stoïciens avaient compris intuitivement, la psychologie cognitive l'a confirmé 2000 ans plus tard. James Clear, dans Atomic Habits, articule quelque chose de très proche. Ce ne sont pas vos objectifs qui vous définissent, c'est votre identité. Je suis quelqu'un qui écrit,
précède « j'ai envie d'écrire ce matin ». L'identité stoïcienne fonctionne exactement de cette manière. Je ne me demande pas si j'ai envie, je me demande si c'est cohérent avec qui j'ai décidé d'être. Angela Duckworth, avec ses travaux sur le grit, cette combinaison de passion et de persévérance à long terme, arrive à la même conclusion par un autre chemin. Les individus les plus performants ne sont pas ceux qui ressentent le plus d'enthousiasme, ce sont ceux dont l'engagement est le moins dépendant de leur humeur du jour. Mais je veux aller un peu plus loin, parce qu'il y a quelque chose dans la pensée stoïcienne que les manuels de développement personnel ont tendance à domestiquer, à rendre trop propre, trop praticable. Les stoïciens ne vous proposaient pas une technique, ils vous proposaient une conversion du regard. La vraie question qu'ils posent n'est pas « comment me motiver ?». La vraie question est « pourquoi est-ce que j'existe ?» Épictète disait que l'homme qui n'a pas répondu à cette question est comme un navire sans gouvernail. Il ira là où le vent le pousse. Et le vent, c'est souvent la fatigue, la distraction, le confort immédiat, l'opinion des autres. Ce n'est pas une question qu'on règle en 5 minutes, mais c'est la seule question qui rende toutes les autres secondaires. Je ne vais pas vous donner une liste de 7 habitudes stoïciennes, ce serait trahir tout ce que nous venons de traverser ensemble. Ce que je vais vous proposer, c'est un seul déplacement mental, un seul. Cessez de vous demander « est-ce que j'ai envie ?» Commencez à vous demander « est-ce que c'est cohérent avec qui je veux être ?» Ce n'est pas la même question. La première vous place dans la position de quelqu'un qui attend une permission de son propre cerveau, la seconde vous replace au centre de votre propre vie. Marc Aurèle avait un mot pour désigner cet espace entre le stimulus et la réponse, cet espace où la décision se joue. Il l'appelait le hégémonikon, la faculté directrice, la partie de vous qui observe et choisit. Viktor Frankl, survivant des camps de concentration des nazis, a redécouvert ce même espace 2000 ans plus tard. Et on a fait le fondement de sa logothérapie. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. Et dans cette réponse réside notre croissance et notre liberté, écrivait-il. La discipline stoïcienne n'est pas une forme d'automutilation émotionnelle. Ce n'est pas s'interdire de ressentir, c'est refuser de laisser ce qu'on ressent décider à votre place. Karim a fini sa licence avec mention. Il a continué en master. La dernière fois que je l'ai croisé, il dirigeait un projet de traduction littéraire. Il m'a dit quelque chose que je n'ai pas oublié. Ce qui a tout changé, c'est le jour où j'ai arrêté de me préparer à commencer. Je ne pense pas qu'il avait lu Épictète, mais Épictète, lui, aurait souri. Nous vivons dans une époque saturée de promesses motivationnelles. Podcasts, vidéos, citations sur fond de coucher de soleil, tout cela nous dit « ressens d'abord, agis ensuite ». Attends l'étincelle, attends le déclic, attends que les étoiles s'alignent. Les stoïciens nous disent le contraire. Ils nous disent « l'étincelle est dans l'acte lui-même, pas avant, dans ». Ce n'est pas une invitation à l'insensibilité, c'est une invitation à la liberté. La liberté de ne pas être esclave de vos humeurs, de vos états, de vos peurs du lundi matin. Épictète l'esclave, Marc Aurèle l'empereur, Sénèque le philosophe exilé, 3 hommes radicalement différents, dans des conditions radicalement différentes, arrivés à la même conclusion. Ce qui dépend de vous est infiniment plus puissant que tout ce qui n'en dépend pas. La question n'est pas « suis-je motivé ?», la question est « qui suis-je quand personne ne regarde, quand rien ne me pousse, quand tout me dit de rester immobile ?» C'est à cette question-là que les stoïciens ont consacré leur vie, et c'est peut-être celle qui mérite la vôtre. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si cette réflexion vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui attend, en ce moment, d'être motivé pour faire quelque chose qui compte pour lui. Peut-être que cette vidéo sera son signal. À très bientôt sur Nexus des Savoirs.